Hi my love, c'est Diana, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 de ma grossesse. Parce qu'après le cancer, je suis tombée enceinte. Et donc, vous devez me haïr. Mais la première vidéo était tellement longue que je me suis dit que je ferais ça en 2 parties. Donc, je reprends tout de suite où je me suis arrêtée. Comme ça, voilà, je vous énerve pas plus longtemps. C'est parti. Je prends donc mes analyses sous le bras, ma première écho sous le bras qui indique que je suis bien enceinte de 2 mois. Et je rencontre mon nouvel oncologue à qui donc j'annonce également que je suis enceinte. Je viens de le rencontrer, c'est un jeune homme très charmant, très gentil, à qui j'explique que je suis enceinte. Et là, le médecin me dit, oui, mon collègue m'en a parlé. Donc son collègue est chirurgien, je rappelle que c'est le chirurgien qui m'a ausculté pour ma cicatrice, c'était lui qui m'avait opéré. Mon collègue m'en a parlé et il m'a dit que vous étiez enceinte et il faudrait que vous envisagiez d'interrompre la grossesse. J'ai dit, pardon ? Oui, il faudrait interrompre la grossesse, ce sera plus facile pour nous de vous soigner parce que voilà, là, on est un peu en train de courir derrière la maladie, vous allez devoir faire de la chimio, de la radiothérapie, etc., etc. Donc voilà, nous, médecins, nous sommes réunis et nous avons conclu que voilà, en première instance, que l'idéal ce serait d'interrompre la grossesse. Dans ma tête, je me disais, à mon avis, il faut que je vais ressortir, je vais revenir, on va en rediscuter, il va me dire autre chose. Parce que j'étais prête à accepter, au premier rendez-vous, qu'on me dise « cet enfant n'est pas viable, vous allez devoir avorter ». Parce que jusqu'à mon premier rendez-vous, c'était une situation. Non un fœtus, non un bébé, non, non un avenir. Il ne s'agissait en aucun cas Et puis c'était pas prévu. C'était pas prévu. Mais même, enfin, malgré tout, donc j'étais quand même prête à l'accepter. Voilà. En revanche, à partir du moment où tu me dis c'est possible, à partir du moment où tu me dis va écouter le cœur, à partir du moment où j'écoute le cœur, à partir du moment où ce n'est plus une situation, où ce n'est plus un accident, où ce n'est plus une erreur de parcours, ça devient maintenant ma destinée. T'es là, tu veux tout gâter? Non, monsieur, non. Change de langue. Change de langue, dis-moi autre chose. Va, reviens, dis-moi autre chose. Si on m'avait dit dès le départ, tu veux pas le garder, j'aurais dit ok. Allez pas me faire écouter le cœur du bébé, allez pas me faire dire oui, il y a une activité, physique, il y a une activité cérébrale, il y a une activité cardiaque, pour me dire 2 jours après qu'il faut l'enlever. Non, en fait, non. Il s'agirait, et du coup j'ai dit au monsieur non, non, c'est pas possible. Oui, je vous laisse réfléchir, j'ai dit non. Ne me laissez pas réfléchir. Non, c'est non. C'est comment on fait. C'est là qu'il me parle donc des traitements que lui-même qualifie comme au rabais, c'est-à-dire, je dis lui-même qualifie comme au rabais parce que ça reste des traitements extrêmement lourds, que lui-même qualifie comme au rabais, comme étant chimiothérapie, radiothérapie, donc littéralement le processus normal d'une chimio, quoi, enfin d'un traitement que je vais juste devoir refaire par-dessus la grossesse. Donc voilà, c'est le choix qu'on me laisse. Ou tu avortes et tu fais de la chimio et de la radiothérapie, ou on fait la chimio et de la radiothérapie sur le bébé. Je pense que à ce moment-là, j'ai vécu les moments les plus difficiles de ma vie. Difficile pourquoi? Parce qu'on me laisse avec des informations et des choix à faire qui sont incroyablement lourds. Incroyablement lourds pour une seule personne. Je me suis sentie accablée. Et quand je vous dis lourd, c'est lourd. Revenons un peu en arrière. Ma gynécologue me dit, mademoiselle, si vous devez refaire de la chimio, vous perdrez la totalité de vos ovocytes.
Donc avant de refaire de la chimio, il va falloir vous opérer pour reprendre encore des ovocytes. Comprenez que c'est une opération qui est impossible pendant une grossesse. D'accord? Impossible. Donc, l'idée de refaire de la chimiothérapie pendant ma grossesse, sachant que celle-ci va anéantir mes réserves d'ovocytes et donc mes possibilités de tomber enceinte naturellement après, c'est comme si on me disait d'avorter le seul enfant que j'aurais potentiellement de toute ma vie. Et c'est pas potentiellement, c'est qu'il est déjà là en fait. On me dit d'avorter le seul enfant que j'ai pour me sauver la vie. Et vous connaissez déjà mon point de vue sur la vie. La vie telle que l'entendent les médecins. Je survivrai pourquoi exactement? Vous m'avez déjà enlevé un sein. Bon, ça va, je le vis bien. J'ai des cicatrices, en veux-tu, en voilà. Bon, je le vis bien. On me dit tu vas pas avoir d'enfant. Bon, je le vis bien. Je tombe enceinte. Bon, ça commence à devenir compliqué. Tu me demandes d'avorter et de refaire tout ce processus-là en arrière. Radiothérapie en mode... Mais ma vie est censée rimer à quoi? Je vais faire tout ça pour quelle raison? Pour quelle raison est-ce que je continuerai à me traiter? Est-ce que vous vous rendez compte? Je vais me soigner et ensuite tomber dans une profonde dépression en me disant « J'ai tué le seul enfant que j'aurai de toute ma vie. Je n'en aurai plus et c'est un choix que j'ai fait en pleine conscience. » Là, on me dit si je fais rien. Alors là, si je fais rien, mais là, c'est encore pire. Si je fais rien du tout, donc si je fais ni traitement, ni rien, ni avortement, là, je risque de mourir avant la fin de la grossesse. Parce qu'en fait, la grossesse, et c'est pour ça que les médecins insistaient aussi beaucoup pour que j'avorte, c'est que la grossesse, en fait, étant donné que j'ai un cancer qui est hormonodépendant, donc qui dépend de mes hormones pour grandir, et que la grossesse elle-même est un bain d'hormones, c'est-à-dire que les hormones montent en flèche, mon corps est littéralement, pendant la grossesse, un terrain propice pour la propagation d'un cancer. Malgré le fait qu'on ait retiré physiquement toutes les parties de mon corps atteintes par le cancer, le sein et les ganglions, il est potentiellement possible que des petites cellules cancéreuses se soient déplacées à l'extérieur de cette zone pour aller dans d'autres endroits, se loger dans mes artères, dans mes poumons, dans mes muscles, sur mes os, même si le TEP scan a révélé que ce n'était pas le cas, on ne peut pas le savoir. D'après ce que les médecins m'ont dit, on ne peut pas vraiment en être sûr, puisque ce sont des microcellules qui ne se verront que lorsqu'elles se seront développées. Ma situation, donc la grossesse, est un terrain complètement propice à l'évolution d'un autre cancer quelque part ailleurs que dans mon sein, puisque j'en ai plus. J'ai plus de sein, donc c'est pas ici que ça va se développer. Donc, si je ne fais rien, et que des cellules se sont déplacées à l'intérieur de mon corps, je vais mourir. Moi et le bébé. On va mourir. Parce qu'il suffit qu'une cellule se soit installée dans mon cerveau et qu'elle se nourrisse de mes hormones de grossesse pour grossir. Ça fait tumeur au cerveau, je deviens aveugle, je deviens sourde, je suis muette, je peux plus parler, je peux plus manger, je peux plus m'alimenter, bébé il meurt, bla. On éteint la lumière. Désolée, c'est très fataliste ce que je viens de dire, mais c'est une possibilité. Il faut quand même qu'on en soit conscient. Donc, à ce moment-là, je sais même pas en fait, c'est même pas comme si je devais choisir entre A ou B. Je dois écrire mon avenir. Je dois écrire mon avenir, mais on me laisse pas la possibilité d'écrire quelque chose de beau et de romantique. Il s'agit là pour moi de faire des calculs stratégiques sur comment on va survivre à mon bébé et moi en fait. Vous voyez? Comment on va vivre, comment on va survivre et comment on va faire. Donc je passe des moments difficiles. Tout ça, sachant que j'ai probablement eu tous les symptômes de la grossesse. Tout ça en ayant envie de vomir, tout ça en ayant la nausée, tout ça en ayant mal à la tête, tout ça en dormant 12 heures, voire 14 heures par jour, parce que j'étais épuisée, tout ça en même temps.
Donc mentalement c'était dur, physiquement c'était dur. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Et je suis arrivée même à un moment où j'avais retiré en fait mon pack. Et on m'avait refait un rendez-vous pour la pose d'un pack, dans la possibilité où je refasse de la radiothérapie. Et j'étais comme, je vais pas y aller, je vais pas le faire. Si j'ai pas de pack, de toute façon, je ferai pas de chimio. Et quelque chose me poussait à le faire. La pose du pack était 10 fois pire que la première fois. Ouais, 10 fois pire. J'ai parlé de ma pose du pack sur Instagram. D'ailleurs, je vais remettre toutes mes stories cancer sur Instagram. J'avais pas envie de les garder, mais je vais les remettre parce que ce sera plus pertinent. Vous pourrez aller voir aussi comment ça s'est passé. Mais la pose du pack était horrible. D'accord, horrible. C'était une expérience affreuse. Et la deuxième fois que je l'ai remis, c'était encore pire. C'était encore pire. La pose du pack, c'est vraiment une expérience que... Voilà, de tout ce que j'ai subi, c'est vraiment l'une... Mais non, mais il n'y a même pas à comparer, tout est nul. Le cancer, tout est naze. D'accord? Il n'y a pas à comparer, tout est naze. Et donc, voilà, il y a toujours quelque chose qui me poussait. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais attendez. Là, vu la façon dont je suis malade actuellement à cause de la grossesse, si j'y ajoute les symptômes, les effets secondaires de la chimio, je vais me sentir comment? Je vais pas pouvoir y arriver. Je pourrais pas le faire. J'ai pas le mental. Non, ça, j'ai pas. Ça, j'ai pas les ressources. J'ai dit ça, je pourrais pas. Et puis, encore une fois, en discutant avec ma famille, en discutant avec mes amis, en discutant avec ma sœur, il y avait une espèce d'urgence de vivre. Il y avait un truc qui fait que... On est fatigué, mais vas-y, si c'est pour vivre, vas-y, on va le faire. Vas-y, si c'est pour vivre, on va le faire. Donc j'y vais vraiment, mais en moonwalk, à reculons. J'y vais à reculons et je décide de faire finalement chimiothérapie pendant ma grossesse. De façon complètement, comment dire, de façon vraiment surprenante. C'était pas si terrible que ça. C'était horrible. D'accord? C'était horrible. Mais pas dans le sens qu'on peut s'imaginer. En réalité, j'étais très inquiète. J'étais très inquiète parce qu'on a commencé la chimiothérapie, pardon. Le bébé faisait cette taille-là. On a terminé la chimiothérapie, le bébé faisait cette taille-là. Tout au long de ces premiers mois dans mon utérus, il a été exposé à de la chimiothérapie. Et donc, les risques et les craintes qui vont avec sont absolument terribles. Donc, c'était plus une épreuve psychologique qu'une épreuve physique. Entre-temps, il sait qu'on parle de lui, il est en train de se manifester. Entre-temps, les traitements qui sont là pour atténuer les effets secondaires sont presque impossibles à prendre et à prescrire pour mon médecin. Et il m'a prescrit un médicament, par exemple, une fois, et je me suis retrouvée aux urgences à 4 h du matin parce que ça m'a créé des douleurs dans tout le dos, en partant de la base du crâne jusqu'à la base du dos. Des douleurs incroyables, incroyables. J'avais jamais vu ça de ma vie. J'arrive à l'hôpital avec l'inquiétude que ces douleurs-là, mon bébé les ressente, ou qu'elles soient dues d'ailleurs au fait que il est plus là, il est plus vivant. On me confirme qu'il va bien, mais on ne sait pas pourquoi j'ai des douleurs. On se rend compte qu'en fait, le médicament que le médecin m'a prescrit est contre-indiqué avec la grossesse. Ça crée des malformations sur les bébés. Et moi, je m'étais faite 2 ou 3 injections de ce médicament-là. Et quand je revois le médecin en chimio la séance d'après, le médecin me dit oui, désolé, ce médicament, vous devez plus le prendre. Quand je lui demande, est-ce que ce médicament a créé des malformations, puisque c'était le risque, le médecin ne dit rien, il reste bouche bée. J'avais presque envie de le secouer en lui disant, mais répondez à ma question. Répondez à ma question. Et il m'a dit, non, on ne peut pas le savoir maintenant, mais a priori, vous avez pris une très petite dose. Les risques ne sont pas nuls, mais normalement, ça devrait bien se passer.
Ok. Ce sont typiquement le genre d'épreuves par lesquelles j'ai dû passer pendant la chimio et la grossesse. J'allais en chimiothérapie avec un bide comme ça. Et même si la grossesse et les effets, les symptômes de la grossesse s'atténuent avec le temps, c'était très compliqué au début. Parce que nausée de grossesse, nausée de chimio, venez, on n'en parle pas. Venez, on parle même pas des symptômes. Venez, on dit rien. En tout cas, pour les femmes qui un jour seront confrontées à le faire, je tiens à faire une petite parenthèse. Je tiens à faire une petite parenthèse pour les femmes qui un jour seront sans doute confrontées à faire de la chimio et une grossesse en même temps. Dans mon cas, les bienfaits de la grossesse, parce qu'il y a des bienfaits. On entend souvent parler d'une jolie peau, des beaux cheveux, des ongles. Bon, j'ai perdu mes cheveux, hein, ça n'a eu aucun impact. Mais les bienfaits de la grossesse sur le corps atténuent un peu les effets secondaires de la chimio. Ça, c'est quelque chose qui est cool. Donc même au niveau de mes mains, j'ai pas eu d'hyperpigmentation au niveau des mains. Peut-être aussi parce que j'ai fait, comme le médecin a dit, une chimio au rabais. Mais donc c'était moins fort, c'était adapté à la grossesse, etc. Et oui, c'est possible. Et donc on l'a fait. Il faut commencer après 12 semaines de grossesse. Donc voilà. We did it. Donc j'ai fait 6 séances étalées sur 4-5 mois, toutes les 3 semaines. J'ai perdu mes cheveux encore une fois, j'ai perdu mes cils et mes sourcils, j'ai mes ongles qui se sont noircis, voilà quoi. Et tout ça avec une grande inquiétude de voir mon bébé ne pas aller jusqu'au bout quoi. J'avais beaucoup peur. Et bah tout s'est bien passé finalement. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup caché parce que justement j'avais beaucoup cette crainte de j'ai pas envie de l'annoncer et puis ensuite devoir rétro-pédaler si les choses se passent pas bien. J'avais énormément de crainte. Donc je sais que déjà même les femmes qui ont des grossesses somme toute assez normales ont peur de l'annoncer tout de suite dans la mesure où il est possible que la grossesse ne se passe pas bien. Moi, j'avais d'autant plus peur de l'annoncer et de le dire et de le prôner et de l'affirmer et d'en être heureuse et de me réjouir parce que je me suis dit, oh, je suis dans une situation tellement compliquée que si il devait arriver quoi que ce soit, je sais pas si je pourrais confronter le monde, quoi. Confronter le monde et venir réexpliquer que ma maladie a fait que, mes choix ont fait que, et ceci et cela. Encore une fois, s'il y a quelque chose que je peux dire... Donc déjà, il y a pas mal de gens qui étaient au courant dans mon entourage, mais la majorité de ma communauté ne le sait pas. Il y a des gens aussi qui ne sont pas proches de moi ne le savent pas. Ils vont le découvrir maintenant. En tout cas, ce que je peux dire sur ce parcours, sur ce nouveau parcours, ce bébé est venu me donner une nouvelle façon de penser les choses, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de vouloir me battre, une raison d'exister. Voilà, clairement, il arrivait au bon moment, il arrivait dans une phase où... D'ailleurs, il m'a même pas permis de cérébraliser tout ce qui est ablation du sein, etc. Parce qu'il est arrivé tellement vite, tellement surprenant, tellement truc, que j'ai même pas eu le temps d'être triste d'avoir perdu mon sein, que voilà. Après, je l'ai bien vécu tout de suite, mais jusqu'à maintenant, et voilà, maintenant ça fait maintenant 7 mois que je me suis fait opérer, un peu plus de 7 mois, et je le vis toujours très bien, parce qu'en fait, je suis préoccupée par autre chose. Mais c'est vrai que j'ai passé les pires... Attention, les pires mois de ma vie, les pires. En tout cas, j'espère que c'est les pires. Parce que pire que ça? Non, je préfère même pas y penser. J'ai passé les pires mois de ma vie, mais en tout cas, voilà. Ce bébé est venu me donner un nouvel élan, un nouveau souffle, etc. C'est un bébé miraculeux qui peut s'expliquer par le fait que j'ai pas pris mes médicaments. J'ai pas pris mon traitement de ménopause, donc à mon avis la ménopause a dû s'arrêter. Qui peut s'expliquer aussi par le fait que j'étais déjà très fertile avant et que malgré la chimiothérapie, j'avais pas encore perdu toutes mes capacités à enfanter. Peut expliquer aussi les faux négatifs, pardon, par le fait que c'était trop tôt.
et que parfois, même si on peut voir sur un écran un petit rond, effectivement, donc ce rond-là, je l'avais pas imaginé, j'étais bel et bien enceinte, mais à mon avis, c'était trop tôt, c'était encore rien. Mes prochaines règles n'étaient même pas encore arrivées, donc c'est potentiellement quelque chose qui aurait pu tomber avec les prochaines règles. En fait, voilà, d'une certaine manière, même si ça reste quelque chose d'assez miraculeux, un cas particulièrement rare, et en tout cas, les médecins m'ont bien fait comprendre que c'était vraiment une situation inédite presque pour certains médecins, surtout pour de jeunes médecins qui commencent. Et moi je vois que mon médecin il met énormément de volonté, c'est vraiment quelqu'un de disponible, de gentil, de concerné, etc. Mais je vois quand même qu'il tâtonne un petit peu. Je le vois parce que ça se voit, je suis quelqu'un de quand même assez intuitive et je vois que il fait de son mieux. Mais à mon avis, il doit pas me traiter tous les jours comme ça des cas. Et puis c'est pas un vieux médecin. Il n'en a pas vu des vertes et des pas mûres à mon avis. Ça fait 10 ans maximum qu'il est médecin et c'est pas une situation qu'on voit tous les jours. En tout cas, lui, à ce niveau-là, il est adorable. Les personnes qui s'occupent de moi aussi, je suis dans un hôpital spécialisé pour les personnes dans mon cas. Pas forcément dans mon cas, mais il y a des femmes qui sont drépano, il y a beaucoup d'autres pathologies, il y a le diabète, etc. Donc il y a beaucoup d'autres pathologies qui font que la grossesse peut être compliquée. Donc je suis avec des femmes qui ont un parcours un peu plus compliqué. Et là-bas aussi, ils sont adorables. Mais on me fait bien comprendre que c'est quelque chose de rarissime et que vraiment cette situation, donc ça arrive que les femmes découvrent qu'elles ont un cancer pendant leur grossesse, mais le savoir un an avant, faire des traitements, revenir enceinte, tout ça c'est rocambolesque quoi. En tout cas voilà, j'ai beaucoup parlé. Je n'ai même pas de message à vous faire passer. Prenez ça comme ça. Faites-en ce que vous voulez. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Moi, tout ça n'était pas prévu, hein, mais je pense que vous l'avez compris. Qui suis-je? Moi, qui suis-je pour faire des plans? Moi, je fais des plans. Dieu s'en... Mon destin s'en... Mon destin fait comme il veut. Ma vie fait comme il veut. Moi, je me laisse guider. En fait, j'ai fini par comprendre que... de toute façon. Qui suis-je? I'm nobody. C'est Aïcha qui me disait ça. Qui es-tu pour croire que tu as un impact sur ton destin? Tu n'en as aucun, ma cocotte. Laisse-toi vivre. On s'ennuie pas, On s'ennuie pas avec moi. On s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Les malheurs de Sophie, les malheurs de Diana. On ne s'ennuie pas. En tout cas, j'espère que ma vidéo a été constructive. Je suis sûre qu'il y a un tas de choses dont j'ai pas parlé, etc. Avec l'arrivée d'un bébé, je ne sais même pas si j'aurai encore le temps de faire des vidéos, mais pourquoi pas. Je dois encore vous parler de l'ablation du sein. Je n'ai pas encore parlé, mais est-ce que ça vous intéresse vraiment après tout ce qui s'est passé? Est-ce que vous voulez vraiment savoir que j'ai été allongée pendant 6 heures, machin, et qu'ils m'ont... C'était ça le point. Et franchement, la partie intéressante, importante, croustillante de toute cette histoire, c'est là, c'est ça, c'est celui-ci. C'est un garçon. C'est celui-ci. Attendez, je vous remontre un peu ce bide. D'ailleurs, ça fait un moment que je suis assise, j'ai fait commencer, je vais me lever. Mais voilà. Hi, my love. C'est lui qui le dit. Donc voilà. Trop contente d'avoir partagé ça avec vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, en fait, pour la suite, pour est-ce que c'est encore un carnet de bord? On est sur une saga, là. On se retrouve pour le reste de la saga. Je vous raconterai tout ce qui s'est passé. J'ai un TikTok sur lequel je mets des vidéos. J'ai un Instagram sur lequel je poste des stories. Donc, si vous me suivez sur YouTube, et je vous en remercie d'ailleurs, et d'ailleurs, je tiens encore une fois à vous remercier, mais si vous me suivez sur YouTube, vous savez déjà que je suis très irrégulière et que donc vous pouvez pas compter sur moi pour des petits trucs du quotidien. En revanche, sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, plus récemment, je poste plein de trucs, et notamment des trucs sur l'univers du bébé, etc. Et voilà. Donc je vous attends. Je vous attends. Et puis, souhaitez-moi bonne chance, j'accouche bientôt. Et donc, voilà, je vous aime de tout mon cœur. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis, see ya, my love. À bientôt. À bientôt, j'espère. Je vous aime.
Mouah. Ah, tu es parfaite. Dans ma visite. Comment il s'appelle votre fils, madame? Tidiane. Salut Tidiane, bienvenue. T-I-D-I-A-N-E? Oui. C'est un beau petit garçon. Oh, je lui ai pris un petit bonnet, je lui ai pris un grand bonnet plutôt. Ouais, c'est pas grave, Tidiane.